Vous écoutez On en dit quoi ? La chaîne du handicap, mais pas que. Un podcast qui dépoussière allègrement les questions de différence, de hors normes, d'extraordinaire, de baroque et de biscornu, pour tous les allumés du bocal et les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui décoiffe. C'est parti! Salut mes petits extras. Aujourd'hui, attention, je vais pousser un bon coup de gueule, ça va chauffer. Vous êtes prêts ? Titre de cet épisode, un chat est un chat. Chat. Mammifère, placentaire, carnivore, félimorme, dont le nom latin est Felis silvestris catus. Bon, désolé pour ceux qui parlent le latin couramment, la prononciation c'est peut-être pas top. Moi au quotidien je dis chat, juste chat. Ou parfois bien sûr, viens là ma petite bouboule ronronnante à sa maman. Ouais bon bref, je suis pas là pour vous parler de mon chat, mais bien en fait pour évoquer les terminologies considérées comme correctes ou adaptées, et que évidemment je n'approuve pas, absolument pas. Langue de bois, vocabulaire à rallonge, sigle à n'en plus finir, en plus qui change tous les 2 ans au gré des lois, le handicap n'échappe pas à cette règle bien française, bien établie, qu'il est bien séant de compliquer les choses, de les enrober pour essayer d'arrondir les angles. Stop, nom de Dieu! Préparez-vous car oui, j'ose donc appeler un chat un chat. Ce qui, dans le domaine du handicap, revient à assumer le politiquement incorrect. Pour moi, une personne handicapée est bien une personne handicapée. Pourquoi dire une personne en situation de handicap ? Est-ce que vous pensez qu'elle sera moins handicapée avec un terme plus long ? Sans compter que finalement, évidemment je trouve ça plus long, mais aussi totalement réducteur. Prenons un exemple. Je suis une jeune femme qui vient d'accoucher de triplés. Je suis en pleine forme, heureuse, et je pars en balade avec mes 3 bébés et ma monstrueuse poussette. Tout à coup, le temps se couvre et quelques gouttes de pluie viennent s'écraser sur mon nez. Évidemment, je ne suis pas assez couverte, je n'ai pas de main pour porter un parapluie et je suis au moins à 2 kilomètres de chez moi. Du coup, je veux prendre le bus pour rentrer à la maison avec mes petits, mais aïe. La poussette est plus large qu'un fauteuil roulant. J'ai pas assez de bras pour attraper mes 3 loustiques et plier la poussette en même temps. Le chauffeur n'a pas le droit de sortir de sa cabine depuis le début de la pandémie du Covid. Bref, je suis clairement en situation de handicap ponctuellement, même si le bus est bien adapté au PMR. Ah, au fait, PMR, premier sigle de l'épisode. Personne à mobilité réduite. Celui-là, vous avez quand même intérêt à le retenir car on le retrouve partout sur les places de parking, les bus, les trains, etc. Donc, je suis en situation de handicap avec mes 3 bébés et je ne peux pas monter sereinement dans le bus sans être aidée, ni en descendre pour les mêmes raisons. Pour autant, est-ce que je suis une personne handicapée ? Évidemment, non. Les personnes bien pensantes, énarques, référents handicap de grosses entreprises ou autres, me rétorqueront que le vocabulaire doit évoluer pour ne pas que les personnes se sentent réduites à leur handicap, voire insultées. Et évidemment que je suis d'accord. Quand on appelle les personnes trisomiques des gogoles ou les handicapés moteurs des infirmes, c'est stigmatisant, réducteur, insultant, et néanmoins, je persiste et signe. Les mots handicapé, aveugle, autiste ou sourd ne sont pas discriminants. Ce ne sont pas des insultes. Ça m'exaspère profondément qu'on me juge parce que je refuse de dire malvoyant, atteint de cécité, non-entendant ou souffrant d'une atteinte du trouble du spectre autistique. Je trouve réellement que ce sont des foutaises. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser. On s'écharpe sur ce thème depuis déjà longtemps, puisqu'un très chouette article est paru sur le sujet en 2013 déjà, sur le site handicap.fr. Titre de l'article « D'infirme à personne en situation de handicap, : un combat de mots, MOTS ».
Évidemment, je vous mettrai le lien direct sur le descriptif écrit de l'épisode. Ces mots, ces bons mots qui sont ceux choisis par des politiciens plus que par des personnes de terrain, sont en fait des pansements sur des jambes de bois. Ils permettent à nos dirigeants de nous laisser croire que le handicap est une priorité nationale et qu'en multipliant les effets de langage, les personnes handicapées se sentiront mieux entendues, mieux respectées, mieux intégrées, mieux incluses. Oh oui, l'inclusion, on en parle. Alors zou, on change les termes considérés comme discriminants et on les agrémente de formules ronflantes, voire pire, de sigles. Alors si on parle de sigles, on risque d'en perdre vraiment son latin. Heureusement, comme je l'ai dit précédemment, je ne parle pas le latin. Et ma prononciation est même douteuse, donc ouf, du coup réjouissez-vous, je vais pouvoir vous parler des sigles. Bon, vite fait, pour pas vous endormir, c'est pas le but de la manœuvre. Voici un petit texte sympa en mode sigle, je vais essayer de pas me tromper. Je viens de faire une demande à la MDPH pour mon fils. J'espère bien obtenir rapidement une AEEH et une PCH. Pour l'instant, il n'a pas pu être scolarisé malgré son PPS complet car il n'y a pas assez d'AESH dans mon secteur. Du coup, on me propose pour lui une entrée en dispositif ULIS ou en IME, mais il n'y a pas de place libre non plus. Et je ne suis pas sûre de souhaiter l'une de ces options pour mon fils, car je suis persuadée qu'il peut suivre une scolarité classique avec une aide humaine adaptée. Je suis aujourd'hui obligée de demander en urgence une AJPP et une CMI pour que je puisse réduire mon activité professionnelle et accompagner mon fils dans ses déplacements en attendant de trouver des solutions pérennes de prise en charge médicale, scolaire et de déplacement. Alors maintenant, traduisons pour les pauvres néophytes qui ont failli couper le son totalement écœurés par la tournure que prenait cet épisode. Je viens de faire une demande à la maison départementale des personnes handicapées pour mon fils. J'espère bien obtenir rapidement une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et une prestation compensatoire du handicap. Pour l'instant, il n'a pas pu être scolarisé malgré son projet personnalité de scolarisation complet, car il n'y avait pas assez d'accompagnement d'élèves en situation de handicap dans mon secteur. Du coup, on me propose pour lui une entrée en dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire ou en institut médico-éducatif. Mais il n'y a pas de place libre non plus, et je ne suis pas sûre de souhaiter l'une de ces options pour mon fils, car je suis persuadée qu'il peut suivre une scolarité classique avec une aide humaine adaptée. Je suis obligée de demander en urgence une allocation journalière de présence parentale et une carte de mobilité inclusion pour que je puisse réduire mon activité professionnelle et accompagner mon fils dans ses déplacements en attendant de trouver des solutions pérennes de prise en charge médicale, scolaire et de déplacement. Voilà, ce petit texte n'est qu'un mini exemple de quelques sigles. Dans la réalité, il en existe près d'une centaine, rien que dans le domaine du handicap. De quoi être complètement perdu. Si le sujet évidemment vous intéresse, la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Garonne a eu l'extrême obligeance de vous faire une liste de tous les sigles par ordre alphabétique. Je vous glisse aussi ce second lien web. Les plus audacieux liront l'article jusqu'au bout et comprendront un petit peu tous les sigles par ordre alphabétique. Je vous laisse faire avec un très très grand plaisir. Moi je suis pas allée au bout. Résultat des courses, les personnes handicapées ou les parents d'enfants handicapés sont obligés de demander de l'aide pour ne pas devenir totalement dingues. Pas seulement pour compléter les papiers, mais juste pour comprendre et évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à eux. Encore faut-il trouver de l'aide auprès du bon interlocuteur, mais ça c'est un autre sujet. On va pas s'égarer, on va rester sur les mots MOTS qui commencent déjà à devenir des mots MAUX. J'ai un peu mal à la tête. Les sigles, c'est fait. Je vous en ai dit assez pour aujourd'hui, revenons aux bons mots français compréhensibles sans traduction normalement. Un des termes utilisés qui fait le plus débat dans le milieu du handicap est probablement l'autisme.
Car effectivement, il y a presque autant d'autisme que d'autistes. Donc, les instances savantes préfèrent dire trouble du spectre autistique. Une fois encore, je suis pas d'accord. Et pourtant, je suis bien forcée de constater que chaque personne autiste peut présenter des troubles très différents. Par exemple, certains autistes dits non-verbaux, alors ce qui signifie qu'ils ne parlent pas du tout, ou alors que leurs paroles, bien qu'intelligibles, ne sont pas destinées à communiquer avec une autre personne. Des autistes non-verbaux peuvent donc parfois parler, mais pas pour communiquer, avec la parole en tout cas, ou ne pas parler du tout et rester enfermés dans leur corps. D'autres autistes, dits intégrés, arrivent à suivre une scolarité classique, souvent avec une aide de type AVS, AESH, donc on a dit tout à l'heure, auxiliaire de vie scolaire, accompagnant, etc., etc. Donc ils peuvent avoir une scolarité classique, avoir un métier, puis une vie de famille, sans pour autant être des génies, comme on le dit parfois. Ils ont donc pu compenser l'autisme, même ils en sont toujours atteints, car il s'agit bien d'un handicap et pas d'une maladie qu'on va chercher à guérir. Ça, c'est très important. L'autisme est bien un handicap. Et puis, il y a des autistes de haut niveau, appelés les autistes Asperger, qui ont des facultés hors normes dans un domaine précis souvent. Par exemple, l'art, la musique ou les mathématiques. Mais parallèlement, leur spécificité sensorielle ou de communication engendre une vision du monde différente, qui les fait souvent passer pour des personnes curieuses, des sortes d'extraterrestres. On a donc coutume de dire qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. Du coup, les grandes instances ont décidé qu'il fallait dire atteint de troubles du spectre autistique plutôt qu'autiste. Alors si je me fais l'avocat du diable, moi qui suis une femme, va-t-on dire que je suis une femelle humaine pour ne pas me réduire uniquement à mon sexe féminin, qui pour rappel, soit dit en passant, a longtemps été considéré aussi comme un handicap, le sexe féminin, mais ça on s'égare un peu. Mais ensuite, on va pouvoir me décrire avec quelques épithètes en ajout. Donc, par exemple, moi qui suis grosse, on pourrait dire une femelle humaine qui souffre de troubles alimentaires compulsifs ayant provoqué une obésité sévère. Bah non, en fait, je suis Agnès. Je suis une femme avec un grand F, avec tout ce que ça peut comporter comme particularité physique, psychique, émotionnelle ou autre, qui me sont propres et qui évidemment seront différentes, et parfois même radicalement différentes, de celle d'une autre femme. Je pense que les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Et du moment qu'ils n'empêchent ni l'empathie, ni même, pourquoi pas, à terme, la sympathie, ce ne sont pas des insultes stigmatisantes. Il n'est pas répréhensible ni moralement condamnable d'être une personne handicapée. Je revendique le fait que nous devons tous être fiers de ce que nous sommes avec nos spécificités propres, notre sexe, et nos caractères et nos différences, qu'elles soient handicapantes ou pas. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons, soyez-en sûrs, car il me tient à cœur. Et vous, quelque chose à dire sur le sujet ? C'est tout pour aujourd'hui, ne pleurez pas, je reviens très vite. Pensez à vous abonner mes petits extras, à mettre plein de belles étoiles et commentaires pour que grâce à vous, notre podcast soit mieux référencé. Je vous donne rendez-vous dans tout juste 15 jours pour un nouvel épisode d'On en dit quoi, la chaîne du handicap, mais pas que. Alors de quoi va-t-on parler ? Culture ? Coup de gueule ? Témoignage ? Science ? Surprise!